Parce que ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est que, vous le savez, on en avait souvent parlé, hein, c'est que les esprits de la nature ne sont pas différents de notre propre conscience. Ils vivent dans notre conscience. Et ils sont les archétypes directeurs, hein, fonctionnels, en fait, les principes en fait, directeurs de notre conscience. Et notre conscience est, on va dire, animée, en définitive, par notre mental et notre vital. Hein, et tous les différents autres corps. Donc en fait, quelque part, les êtres qui sont, on va dire, en arrière-plan, en fait, les fonctions et les mécanismes qui sont en arrière-plan en fait, du fonctionnement de nos organes, de notre corps physique, de notre vital, de notre mental, et même de nos corps spirituels, sont des archétypes vivants, hein, que l'on appelle en fait les esprits de la nature, hein, si on le dit un petit peu comme ça. Donc en définitive, on aurait tendance souvent à se dire, oui, et à scinder, c'est ce que je dis sur les êtres de lumière, ou les plans, on va dire, beaucoup plus bas en vibration, plus primaires, plus grégaires, hein, au niveau des vibrations. On a tendance à catégoriser un petit peu comme ça les esprits de la nature, en disant, voilà, c'est des êtres de l'astral, après il y a les dévas du plan mental, après il y a les êtres de lumière, les guides, les grands dieux, etc. etc. Alors qu'en définitive, si on considère et on voit les esprits de la nature comme étant... on va dire, les êtres qui participent à l'évolution de la conscience en fait naturelle, nous faisons partie, nous sommes des esprits de la nature quelque part. Hein, notre conscience personnelle est un assemblement en définitive de la manifestation du travail des esprits de la nature. Hein. Et comme nous participons en définitive, nous-mêmes et notre conscience participe, on pourrait même dire que nous-mêmes sommes des esprits de la nature, faisons partie de cette combinaison en fait, qui appartient en fait à la création en fait, de l'univers et de la création divine, hein, de l'évolution de la conscience. Mais juste une chose quand même, c'est que nous on a un être psychique, alors qu'eux en sont dépourvus, non? Si j'ai bien compris. Alors oui, mais... c'est là aussi que c'est intéressant, c'est qu'en définitive, où s'arrêtent les forces de la nature et les esprits de la nature, quelque part. Puisque si l'on voit esprit de la nature en tant que force pulsionnelle, vibratoire, participant au plan émotionnel ou au plan mental, on peut aussi considérer que la partie divine de nous est aussi un principe d'évolution, en fait, du divin. Mais le divin, c'est aussi la nature, hein. Hein, simplement, notre conscience va vers une évolution de plus en plus divine. C'est des principes divins qui sont derrière tout ça. Parce que derrière les forces de la nature, il y a des archétypes et des principes. Hein, on avait vu un petit peu sur les plans, hein, même du surmental, hein, des plans cosmiques, dans lesquels vivent des grands archétypes et des grandes consciences qui régissent ça. Et ces grandes consciences ne sont pas dans le plan astral. Hein, elles sont dans des plans de lumière extrêmement hauts en vibration. Donc, même les principes astraux et les principes, on va dire, naturels, assez bas en vibration, les mécanismes, sont manipulés et ne sont que le prolongement de conscience bien plus haut en vibration. Donc, on ne peut pas scinder les forces de la nature avec le côté... tout à fait, tout à fait. Mais ouais, tout à fait. Ce sont des octaves, voilà, complètement... différentes, mais du prolongement archétypal des mêmes réalisations vivantes et dynamiques, hein, de la conscience. Et vous voyez, ce matin, quand on est allé en forêt, on s'est connecté comme ça à l'eau, hein, pour essayer de dégager, parce que vous avez vu qu'effectivement, derrière un hêtre, derrière un chêne, derrière un petit thym, ou derrière un végétal quel qu'il soit, vit une empreinte archétypale, en définitive, qui a été, on va dire, imprimée, hein, à travers lesquelles, en fait, une énergie passe, quelque part. Hein. Enfin, une énergie qui est régie aussi par une conscience, hein, mais à travers lesquelles cet archétype, c'est comme une empreinte, un tampon, qui permet, en fait, à un moment, la manifestation, hein, de cette conscience et de la manifester, en fait, dans la matière. Hein. À travers, derrière tout ça, il y a toute une subdivision, hein, de force des différents éléments qui permet la manifestation et aussi la cohérence, on va dire, de la circulation et qui lui permet d'être en relation aussi avec la manifestation, on va dire, globale. Hein. Chaque vallée, chaque petit cours d'eau, hein, chaque type de roche, type de rocher, etc., est lié à un archétype, mais selon l'endroit dans lequel il est manifesté, hein, une petite rivière, une petite vallée plutôt sombre, un endroit de montagne, etc., n'a pas la même information. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu ce matin en allant à la rivière, hein, la petite rivière, c'est que si on se branche vraiment profondément sur la rivière,
on peut aller dégager et éponger le principe qui régit en fait l'information dans cette rivière. Et là, vous avez vu que l'information qu'on a trouvée dans la rivière, c'était une information où la rivière est apparue supra-yin, en définitive, extrêmement fluide. Elle était plus que yin. Il y avait une information d'hyperfluidité. Même, on avait vu qu'effectivement, l'information, c'était vraiment une information de circulation, de nettoyage, voire de purification, mais assez extrême, comme si l'eau avait l'information d'être capable de décristalliser, en définitive, certaines parties, en fait, dans la nature, des arbres, certaines mémoires, en fait, qui vivent aussi dans la forêt. Mais de ce fait, cette relation et cette collaboration avec la nature nous amène à nous rendre compte aussi que l'on peut se servir de ça pour pouvoir nous-mêmes évoluer, nous-mêmes grandir et se soigner, en définitive. Mais simplement, et c'est ce qu'on disait ce matin, c'est que il ne suffit pas de prendre l'eau simplement en disant « tiens, je vais prendre l'eau parce qu'on m'a dit que cette eau apparaissait avoir un tel principe ». Non, il faut le connecter au niveau de notre propre conscience au moment où on boit cette eau, en définitive. Donc, le pouvoir de l'eau n'est qu'une activation, en définitive, de notre réalisation personnelle de ce principe. C'est pour ça que, imaginons, on prend l'exemple d'un chaman qui prend l'eau, qui la bénit, qui réalise, on va dire, ce que c'est que l'eau, ou un grand initié, et qui la verse sur quelqu'un et qui soigne, on va dire, qui soigne la personne. Certes, il a utilisé l'eau, on va dire, comme principe, mais principalement, il a activé, en définitive, le principe primordial, informatif de l'eau, avec l'information qu'il y avait dedans, grâce à son altitude ou sa profondeur, parce qu'il était en relation avec ce principe. Vous avez vu ce matin quand on était à la rivière, là cette fois-ci on n'a pas du tout fait comme on avait vu précédemment, c'est-à-dire rentrer en contact avec l'esprit le déva astral de l'eau, ou le déva mental, ou même l'esprit de la rivière, on va dire spirituel, enfin on va dire les grands esprits qui sont responsables de ce cours d'eau ou des cours, on va dire, globaux, responsables des différents cours, où là, on aurait pu charger l'information de l'eau, c'est-à-dire demander à cet être-là de l'informer en fait sur toutes les octaves du plan astral ou mental pour amener une information particulière. Là, c'est complètement différent parce qu'on ne rentre plus dans une dualité, on va dire, en tant que telle, c'est-à-dire que c'est comme si les esprits de la nature vivant dans notre propre conscience, parce que c'est eux qui en sont la mécanique, c'est comme si on adombrait, en définitive, on réalisait le principe et on s'unissait, en définitive, à ce principe, en conscience, et on restait connecté, en fait, sur ce principe. Vous voyez ? Donc là, dans l'exemple, c'était vraiment d'arriver et de prendre le temps, en fait, de communier avec l'eau, de vraiment être en union, mais en même temps de ne pas le faire naïvement. C'était vraiment de monter en vibration et de continuer à sonder en fait la nature même en fait du principe de cette eau, de cette source qui était particulière, qui n'est pas la même dans la vallée d'à côté. Et de sentir ce principe, de commencer à se connecter. Et ensuite, une fois qu'on est en même temps en train de faire ça, par principe en fait symétrique, on est en train de monter en vibration en définitive, puisqu'on va de plus en plus profondément dans la nature de l'eau. Et de là, ce n'est pas communier avec l'esprit de l'eau, comme on pourrait le faire, c'est-à-dire appeler un être et dégager de ce principe un être avec lequel on peut parler. Ce qui nous couperait en définitive de ce qu'on est en train de faire. Là, au contraire, c'est complètement en fait s'unir à ce principe, devenir ce principe dans notre conscience et le boire, c'est-à-dire boire l'eau, ou alors la mettre, la prendre et informer, les centres, la gorge, ou le plexus, ou le cœur, on pouvait aussi travailler d'une autre manière. Et donc c'est comme si en fait on ouvrait un espace en fait sur le principe en fait dynamique en fait de la fonction de cette eau, qui d'un seul coup, de ce fait, amène automatiquement l'activation de son pouvoir en fait sur nos éthers, on va dire beaucoup plus grossiers en fait de nos corps, c'est-à-dire du physique, du vital et du mental. Ce qui fait que de ce fait, et c'est ce que je disais un petit peu ce matin là quand on a fait l'expérience, c'est que on pourrait très bien connecter ici, par exemple dans la salle, l'esprit de l'eau, et de se brancher dessus et d'avoir un soin ou de se connecter là-dessus. Simplement, l'incarnation n'est pas là par hasard.
Chaque chose qui existe, les arbres, les plantes, la terre, les sources, ne sont que la prolongation, la manifestation de forces dynamiques qui existent dans d'autres plans. Simplement, si elles sont cristallisées dans le plan physique, c'est qu'il y a une raison. Et leur pouvoir est beaucoup plus fort que si elles étaient simplement éthérisées comme ça dans la conscience. Il ne suffit pas d'avoir envie de s'imaginer boire de l'eau pour être nourri et être désassoiffé. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein, il faut boire l'eau. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va activer le pouvoir de l'eau par la réalisation de son principe en conscience, et en buvant l'eau, la puissance de ce principe activé va automatiquement avoir un effet direct sur nos cellules. Hein, ce qui ne serait absolument pas le cas si nous n'étions pas en contact direct avec l'eau. Vous voyez ? Hein, le physique a énormément d'importance. On a tendance comme ça à des fois imaginer comme ça, quand on commence à rentrer de plus en plus profondément comme ça dans les plans subtils, qu'on se dégage du plan physique parce qu'on n'en comprend pas en fait la valeur et la puissance. Hein, et on ne se rend pas compte à quel point, et c'est ce qu'on parlait un petit peu, on avait cette discussion, tu sais, un petit peu ce matin, sur le fait que, par exemple, on va prendre une information avec une plante. Hein, tu vois, un principe des fleurs de Bach ou de choses comme ça, on va aller se servir d'une information, hein, qui est en fait une information vibratoire, énergétique, qui rayonne en fait d'une plante, hein, qui est la manifestation d'un principe divin. Et en prenant cette plante, en définitive, en tisane, vous savez, c'est souvent ça, on prend en tisane, on prend la chose, et à la fin on se dit, bah non, j'ai juste à toucher les granules d'homéopathie, ou simplement à toucher la tisane, ou même simplement à penser à la plante, ou à appeler l'esprit de la plante. Mais malgré tout, cette technique a ses limites, en définitive. Parce que rien ne peut avoir de plus de puissance que d'aller jusqu'au bout de la chaîne. C'est-à-dire de raboter notre conscience incarnée avec notre identification, tout en gardant notre identification physique et en se branchant sur les grands principes archétypaux, même du surmental, et en même temps être en contact avec, on va dire, la partie incarnée en fait de cette manifestation et la mettre en contact en même temps avec notre physique. Là, on scinde une boucle, en définitive, qui permet en fait d'obtenir, on va dire, un effet qui est d'une puissance qui ne serait pas la même simplement par l'éthérisation comme ça, vibratoire d'une charge que l'on ressent. Même si ça a des effets. On l'a fait, on l'a déjà expérimenté. Enfin, je veux dire, vous appelez l'esprit de la lavande, vous appelez l'esprit d'une huile essentielle. Enfin, c'est évident hein, qu'il y a un travail qui se fait. Mais ce n'est pas la même chose. Là, on est dans quelque chose de plus direct. Et c'est important de comprendre la boucle, mais la boucle doit être bouclée simplement si, on va dire, les principes sont réalisés dans la conscience. Donc ce qui demande forcément une certaine montée en vibration, une certaine conscience hein, des choses. Et on ne peut pas faire ça comme ça directement, en disant tiens, on m'a dit que cette source, elle faisait telle ou telle chose, etc. Ah, tiens, je vais la prendre en imaginant. Non, non, il faut qu'on soit nous-mêmes directement en fait, en contact, en définitive, avec cette information et cette fonction archétypale. Hein. Et par exemple, si on a envie, je sais pas, moi je dis un peu trop pareil, de trouver la douceur ou l'ana, de rencontrer, on monte pour rencontrer un archétype, comme tu dis, voilà, sans avoir le support. Hein, et on va mettre un support, on va proposer un support qui est une eau, par exemple. C'est-à-dire pour quelqu'un d'autre hein. Ouais, ou même pour soi. Alors là c'est intéressant, mais... On va chercher un support qui a déjà un mode d'expression de cet archétype-là, obligatoirement, ou on peut choisir n'importe lequel, quelque part. Tu vois, une eau qu'on va avoir nettoyée, purifiée, et on va venir poser l'information archétypale. Alors, là, en fait, par rapport à ta question, là, ce qu'on parle, c'est l'activation d'un principe vivant et dynamique. Déjà, voilà, tout à fait. Donc, malheureusement... Manifester à une octave tout à fait. Mais, bah oui, parce qu'on ne peut pas activer l'énergie ou l'archétype, par exemple, du chêne ou du charme ou de l'érable, imaginons, hein, si on prenait vraiment le principe actif, avec du genévrier ou du pyracantha ou une simple graminée. Voilà. Hein. Si le principe est manifesté, c'est qu'il est en fait une fonction à laquelle on peut se relier, hein, par principe de chaîne en montant. Donc même l'eau, en fait, si on regarde l'eau,
et on se branche en fait sur une petite source, et tu dis tiens, je me souviens de la source qu'on avait vue et qui avait machin, et je vais essayer de retrouver ce principe-là. Il est vrai que tu pourrais réactiver, puisque l'eau est l'eau. On vit dans la conscience, tout est une. Donc tu pourrais aller chercher de plus en plus loin, profondément, passer de dimension en dimension sur l'eau et retrouver cette émanation et aller la réactiver. C'est possible, tout est possible. Hein. Mais il faut qu'il y ait déjà une empreinte informationnelle. Mais il est clair, il est clair que voilà, le fait d'avoir le premier principe en fait à laquelle est reliée en fait cette eau et pourquoi elle s'est manifestée, et son principe qui est déjà en fait actif, le fait qu'elle est là, parce que tu sais, si on a connecté ça et on a tous connecté la même information, c'était pas par hasard. Hein. Tu vois le, ouais. Mais dans l'idée où on monte, rencontrer l'archétype, le principe archétypal, est-ce que de ce fait, c'est l'information archétypale qui passe par notre canal pour... Ah bah bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. On est dans effectivement quelque chose de non duel. Et ben on commence justement à se rapprocher, en fait, à enlever tout doucement en fait l'aspect de la dualité entre le principe et nous. C'est-à-dire que nous, on le réalise, on devient ce principe et on s'unit en fait à ce principe justement par l'absorption en fait en conscience du principe. Hein, au moment où on le fait. Donc on n'est plus dans la relation avec un être ou un esprit ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes qui devenons et qui adoberons en fait, qui fusionnons en fait en définitive avec ce principe. Hein. On en avait parlé un petit peu de ça. Vous vous souvenez, dans le sens où à partir du moment où on commence à monter de plus en plus haut en vibration, on commence à connecter aussi certains êtres, hein, certaines consciences, et bien automatiquement, de ce fait, à un moment, bien qu'on soit en relation avec ces êtres, leur pouvoir devient le nôtre. Hein. Et je ne parle pas en tant que pouvoir, avoir du pouvoir, non, en tant que possibilité, hein, possibilité, on va dire, active. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui, on va dire, qui a en définitive absolument rien d'extraordinaire. C'est naturel, en fait, dans la conscience. Hein. Quelque chose qui est naturel. On fonctionne déjà comme ça, à moindre octave, sur plein de choses, même au niveau de l'intellect ou de certaines choses. Simplement, là, comme on rentre dans les plans subtils et on commence à rentrer dans des êtres qui sont vivants, hein, qui ont une certaine conscience, bah, il est clair que... ça paraît un peu plus extraordinaire parce qu'on passe sur d'autres lois. Hein. Mais fondamentalement, c'est quelque chose qui est totalement logique. Hein. C'est pas par hasard que quelqu'un, effectivement, est capable de réveiller une eau, de réactiver un lieu, de réactiver une personne. Imaginez un maître spirituel. Hein, qui arrive devant quelqu'un et qui le regarde simplement, et la personne se sent révélée 2 jours après, elle a des extases divines, et sa simple vision, hein, un simple darshan quelque part de la personne, la simple vision a généré chez la personne d'un seul coup une révélation de sa propre lumière. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ce cas-là? C'est exactement la même chose. La personne étant à la source de sa propre conscience, de son moi divin réalisé, et regardant le moi divin réalisé de l'autre personne, a révélé à l'autre sa propre nature, tout simplement. C'est le principe, en fait, aussi, quelque part, au niveau divin et spirituel, de l'importance de côtoyer, on va dire, des êtres réalisés ou des choses comme ça, ou des personnes éveillées. Parce que de ce fait, on va dire, dans la vibration de la conscience de la personne, il y a une information qui va, de ce fait, s'infuser dans tous les différents corps et réactiver, on va dire, la nature de l'espace dans lequel il est. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui est en colère, imaginez, qui est tout stressé, qui est en colère, qui est énervé, il se met à côté de vous. Qu'est-ce qu'il va révéler? Votre énervement, votre stress, votre colère. Au bout d'un moment, vous êtes en colère, vous ne savez pas pourquoi. Pareil pour quelqu'un qui peut être complètement perturbé. Il va révéler par sa baisse de vibration vos mémoires de baisse de vibration. Ça va réactiver une certaine résonance. On est exactement dans la même chose. Sauf que là, on est dans des principes un peu plus initiatiques, hein, de connexion et de collaboration avec les grandes forces de la nature. Mais fondamentalement, on reste toujours dans les mêmes principes. Hein? Après, là ce qu'on a vu avec l'eau, c'est possible avec le son, la couleur, la forme. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Oui, ce serait pareil avec la forme. Ouais, mais c'est ce qu'on retrouve, tu vois. Comme tu dis, ce serait possible avec la forme.
quand on parle de triangle, quand on parle de carré ou de choses comme ça, bien sûr, il y a un archétype derrière, un archétype du carré, de la matière, de la structure, un archétype du triangle, de la trinité, etc. Un triangle a un effet sur notre conscience. Si on regarde un triangle, il révèle quelque chose dans notre conscience. C'est le principe des yantras ou de certaines visualisations, en fait, énergétiques, même dans certains enseignements initiatiques. C'est-à-dire qu'à force de regarder, c'est le principe du mandala, à force de regarder la forme, se révèle le principe archétypal de la forme en nous, et l'amplifie, et de ce fait l'active. Hein. Et c'est tout le principe du mandala. Donc c'est toujours un principe, c'est le principe hermétique premier, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Hein. Donc les principes que l'on retrouve dans l'aspect les plus incarnés, hein, en définitive, sont en définitive des principes qui sont actifs dans les plus hauts plans. Simplement, c'est les mêmes lois, mais déguisées un petit peu dans l'étouffement, on va dire, de la descente, hein, de l'inconscience, mais qui gardent en définitive les mêmes principes. On pourrait regarder, par exemple, imaginons, là on regarde les atomes et les molécules. Alors on a une vision assez globale des choses, les atomes, les molécules, les trucs, après la matière, la vibration et l'information qui stabilisent, on va dire, une table ou un corps. On sait bien que la différence entre un matériel ou un autre, c'est la différence de fréquence d'assemblement et d'information, en fait, atomique. Hein. Et ben, si on regarde plus haut, et d'un seul coup, on l'a souvent vu, ça sur des vidéos, on aime se l'imaginer, comme ça, vous savez, ça nous perd un peu dans les choses, et petit à petit, on va de plus en plus haut, de plus en plus haut. À un moment, on comprend plus rien au scénario, c'est-à-dire qu'on voit les forêts, les trucs, là, on voit les nuages, et poum, d'un seul coup, on voit la Terre, et de nouveau, le principe atomique et moléculaire. Mais si on remonte encore plus haut, et encore plus haut, encore plus haut, hein, ça se trouve, on remonte encore plus haut, et là on voit un autre truc avec un autre schéma, avec un truc encore plus gros, etc., etc. Et poum, de nouveau, on tombe sur un corps d'un petit enfant de 2 ans qui est en train de grandir, hein, qui fait grandir notre univers pendant qu'il est en train de grandir. Hein, on est ces molécules, ces cellules, du moins la Terre et nos cellules, en imaginant, hein, voilà. Et on monte encore plus haut, et lui-même fait encore partie d'un corps, qui fait partie d'un corps, et c'est le principe de la poupée russe. C'est le principe fractal de la vie. Alors est-ce que c'est une illusion, et il y a un moment un principe qui s'arrête, hein, on va dire qu'on n'a pas conscience, hein, il y a un vide qui se fait, et voilà. Ou alors, effectivement, est-ce que ça continue comme ça à l'infini, hein, des mondes, et encore à l'infini des plus petits? Peut-être que dans nos cellules, on va dire, vivent des pluri-univers, des galaxies entières dans notre propre corps. Peut-être, après tout. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, le savoir ou se poser la question, ça ne changera pas les choses. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre propre cœur et notre propre conscience, peut être révélée, on va dire, l'unité. Hein, et c'est ça la base même, et la recherche des enseignements, c'est d'avoir réalisé en définitive que tout vit en nous, tout est en nous. Et c'est le principe d'inversion, c'est-à-dire qu'on n'est rien, parce qu'on n'est absolument rien, on n'a aucun pouvoir, et pourtant on est le tout. Hein? C'est vraiment ce principe-là. Hein. Et plus on n'est rien, plus on est le tout. Donc de ce fait, les principes, on va dire, spiritualistes nous amènent à nous dégager justement de l'ego et cette importance qu'on se donne pour apprendre à n'être plus rien. Parce qu'on sait, en définitive, par principe, que moins on est, eh ben, plus on réalise et plus on est. Moins on a de pouvoir, plus on a de pouvoir. Moins on demande, plus on reçoit. Hein. Mais tout ça, c'est une loi de la nature, en définitive. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu je ne vais pas dire du mal à comprendre, parce qu'on peut le comprendre, mais qui est difficile à vivre et à réaliser. Hein, parce qu'on se rend compte que c'est quand, véritablement, il y a un principe comme ça, alchimie, que l'on trouve dans les enseignements, hein, de l'alchimie ancienne, où les personnes ne peuvent véritablement fabriquer de l'or, hein, à outrance, en fait, dans le principe alchimique, que quand elles n'ont plus aucun intérêt à le fabriquer. Quand elles se dégagent intégralement et complètement de la notion de pouvoir et la notion d'avidité de faire de l'or, que tous les pouvoirs leur sont donnés. Mais au moment où elles l'ont, elles ne peuvent plus rien en faire, puisqu'elles n'en ont plus du tout l'utilité, plus envie, elles ont complètement transcendé le principe. Vous voyez? Donc il y a un sacré leurre, la carotte de l'ego, elle est intéressante quand même dans le développement spirituel. Puisqu'on a l'impression que c'est l'ego qui aspire et qui nous amène à cette recherche divine, et en définitive, on se rend compte en dernière partie que les tout-pouvoirs nous seront donnés, en définitive, que les tout-pouvoirs, on s'entend, il n'y a pas de tout-pouvoir, mais cette réalisation à laquelle on aspire, hein, ne peut nous être donnée que quand l'ego, en fait, s'est dissous, en définitive, dans le soi.
Et en même temps, il a été ce moteur qui a fait, parce qu'il, Et voilà. sans lui, Voilà, tout à on fait. ne pas le moteur. Ouais. Bah ouais, il a son intérêt, il a servi à la création de l'individualisation de l'être. Hein? Ah ouais, complètement.